Finalement, quand on retrouve aujourd'hui, par exemple, on a retrouvé en Scandinavie, dans une tombe viking, une petite statuette de Bouddha, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps a mis cette statuette pour arriver jusque-là. De même, on a trouvé des pièces romaines dans des fouilles archéologiques au Japon. La question, c'est est-ce qu'elles ont mis 1 siècle, 2 siècles ou 3 siècles? Et ça, évidemment, on ne peut pas le savoir. Donc la mondialisation, certes, on a tendance à la voir du côté européen, ce qu'elle est en partie, mais elle n'est pas que européenne. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, il y a toujours des incertitudes, évidemment, qui sont très fortes sur le devenir des bateaux. Parce qu'il faut voir que, par exemple, si on prend le commerce triangulaire, un voyage circuiteux, c'est-à-dire pour faire le triangle complet, on part de Nantes et on revient à Nantes après être allé en Afrique et en Amérique, ça pouvait prendre 1 an et demi. Donc pendant ce temps-là, eh bien, on pouvait avoir des nouvelles de son investissement. Mais tant que le navire n'était pas rentré, évidemment, il y avait toujours une crainte qu'il se passe quelque chose. Il y avait vraiment des coefficients d'incertitude qui pouvaient être assez importants. À Nantes et dans les villes portuaires, c'est qu'on a cette présence du monde, en fait, qui est affichée sous les yeux des individus. Alors là, celle-là, c'est la plus belle. C'est quoi le nom de la rue? C'est la rue Kervégan, ici. On a l'Europe, qui est ici. On a l'Afrique, qui est ici. Et à nouveau, ici, donc 2 mascarons avec des têtes d'Africains. On a l'Amérique qui est ici, et on a l'Asie qui est ici. Ça répond à ce que les gens attendent de voir. C'est-à-dire que quand vous représentez quelqu'un, comme aujourd'hui, dans les pays étrangers, on représente peut-être un Français avec une baguette et un béret. Peu importe que les Français se promènent pas avec une baguette et un béret ou pas, mais quand on voit une baguette et un béret, on dit tiens, un Français. C'est-à-dire que ça répond aux attentes. Parce que si vous mettez quelqu'un qui ne ressemble pas à un Français et que vous voulez montrer un Français, eh bien, tout votre effet de communication, il s'effondre en fait. Entre l'exemple du Bouddha de la tombe viking d'Elgo en Suède datée du 9e siècle et le commerce triangulaire des marchands nantais au 18e, vous avez compris que la mondialisation n'est pas propre à notre époque. Alors je rentre de Nantes, et avec le CRHIA, qui est un laboratoire de l'Université de Nantes et La Rochelle, spécialisé dans l'histoire internationale et atlantique, on a eu envie de faire une vidéo sur l'histoire de la mondialisation. On entend énormément parler en ce moment avec le Covid, et tout le monde a compris que l'accélération des échanges avait aussi accéléré la circulation du virus. Mais c'est un processus dont on a du mal à retracer l'origine. Alors certains vont même jusqu'à dire que finalement, à partir du moment où les êtres humains existent, ils entrent en contact avec les autres, et donc à partir de ce moment-là, si on voulait pousser à l'extrême le raisonnement, à partir de ce moment-là, le phénomène de mondialisation serait presque inhérent à la nature humaine. Partant de là, on a voulu remonter aux sources du phénomène. Grâce à 4 chercheurs qui travaillent sur des périodes allant du Moyen-Âge aux années 2000, on va revenir sur les grands moments et les différents aspects de cette mondialisation. Annick Peters-Kusto, spécialiste de la période médiévale, nous parle de la réapparition au XIIe siècle d'une forme de mondialisation qui existait déjà à l'époque romaine. Donc là, il y a un vrai tournant en fait au XIIe siècle qui réactive complètement, en même temps que le commerce d'ailleurs, par le biais du pèlerinage, les circulations en Méditerranée et qui dépasse très largement le cadre méditerranéen puisque ce sont des populations qui viennent d'Angleterre aussi, qui font des pèlerinages ou du nord de l'Europe, voire de la Scandinavie. Donc on a une réactivation en réalité d'une mondialisation qui était la norme au moment de l'Empire romain et qui est en fait dans un cadre politique complètement différent et beaucoup plus fragmentaire, qui est réactivée à la fois par le commerce et par le pèlerinage. Et donc sur ces routes de pèlerinage, passent également quantité d'aventuriers, de commerçants, voilà, donc ce sont en fait des canaux de transmission qui sont pluriels avec des individus qui ont eux-mêmes plusieurs motivations lorsqu'ils se déplacent. La connexion entre la Chine et l'Occident, franchement, elle a toujours existé. On a trouvé dans des tombes scandinaves du Xe siècle un petit Bouddha, une cuillère éthiopienne, des pièces de monnaie islamique. L'énorme empire mongol du XIIIe siècle a favorisé très largement, à ce point en fait, les circuits commerciaux que l'Occident, qui se croit le maître du monde, en fait, vit sous le rythme d'un poumon commercial qui est déjà la Chine au XIIIe siècle, et que l'expansion de la Grande Peste s'est faite en raison de cette mondialisation commerciale promue par l'unification de l'Empire mongol. Donc, disons que la notion impériale, elle s'orientalise peut-être un petit peu, mais la première puissance économique
et commercial, c'est l'Empire islamique. Il y a l'Empire byzantin, connecté à l'Empire perse, et puis connecté à l'Empire chinois. Puis après, il y aura l'Empire moghol. Donc, ces grandes constructions transnationales, certes, comme nous, on a une vision européano-centrée, occidentalo-centrée, on se dit, il n'y a plus d'empire en Occident. Alors d'abord, c'est faux. Il y a eu l'Empire carolingien, il y a eu l'Empire ottoman. Enfin, bon, c'est vrai que les dimensions ne sont pas les mêmes. Mais surtout, en fait, les grands empires, il y en a toujours. Hein, mais ils ne sont pas forcément sur les zones qui sont celles de l'Occident. Et donc, à partir de ce moment-là, comme l'Occident se perçoit comme le centre du monde, il est à l'extérieur. Mais en effet, il est satellisé, c'est une puissance secondaire pendant une large partie du Moyen-Âge. Et puis après, quand se recrée à partir du XIIe siècle ces courants commerciaux, il y a d'autres formes impériales. L'Empire vénitien, c'est quand même un empire, et c'est un empire commercial, et qui a besoin, en fait, puisqu'il n'a pas d'interland, dans sa lagune, Venise a besoin d'un empire commercial, ne serait-ce que comme zone d'approvisionnement, qui va pousser vers l'Est, en fait. Il n'y a plus l'Empire romain au sens de ce grand vaste espace unifié par des infrastructures monétaires et commerciales et politiques uniques qu'était l'Empire romain, mais il y a des empires beaucoup plus grands, beaucoup plus riches, beaucoup plus importants et pas moins bien gouvernés, qui sont les empires islamiques, perses, chinois, mongols, et puis les empires commerciaux. Et donc ils prennent le relais au bout du compte comme structure portante d'une mondialisation internationale. Mais bon, c'est vrai que comme l'Occident il est un petit peu à côté, on fait comme si ça n'existait pas. C'est juste que le centre de gravité a basculé à l'Est. Eric Schnackenbourg, spécialiste des contacts atlantiques, nous explique que l'expansion européenne, à l'époque moderne, est déjà motivée par le désir des consommateurs. Le monde atlantique a cette particularité, c'est de mettre en rapport 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et donc l'idée, c'est de participer, c'est d'éclairer un pan de la mondialisation de l'époque moderne. Il y a aussi l'Asie, bien sûr, qu'il faut pas oublier. Mais c'est vraiment une interaction très forte entre les 3 continents, puisqu'il y a une interdépendance qui se met en place. Les hommes sont fournis par l'Afrique avec les esclaves, la terre en quelque sorte et les ressources par l'Amérique, et puis les capitaux et finalement les consommateurs par l'Europe. Et donc il y a un rapport vraiment étroit entre les trois continents, et on ne peut pas comprendre l'histoire de l'un sans tenir compte de l'histoire des 2 autres. Et donc on est vraiment dans une histoire qu'on appelle aujourd'hui interconnectés. En fait, ça renvoie à une question, c'est est-ce qu'il y a une mondialisation avec des modalités différentes ou des mondialisations? Et donc ça, c'est vraiment un débat entre les historiens. À titre personnel, mais peut-être parce que je suis historien moderniste, j'ai tendance à croire qu'il y a un grand phénomène de mondialisation avec évidemment des phases d'accélération, des phases de recul, des spécificités particulières. Mais si on regarde bien, dès le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les informations, les hommes, les techniques, les savoirs, tout ça, ça circule. Ça circule dans le monde atlantique, ça circule entre l'Asie et l'Europe. Et finalement, évidemment, ça circule plus lentement qu'aujourd'hui, mais ça circule. Et les réflexes sont les mêmes par rapport aux importations de produits étrangers, qui sont parfois dénoncer parce que ça fait sortir des richesses, parce qu'on se pose des questions sur ces produits. Est-ce que le café c'est bon pour la santé? Est-ce que le thé c'est bon pour la santé? Et puis il y a aussi des diffusions de mode. Par exemple le sucre. Le sucre qui est encore un produit de demi-luxe au XVe siècle qui devient relativement courant au XVIIIe siècle. Par exemple, on a des études de médecins très sérieuses sur le tabac, sur les bénéfices de la consommation de tabac pour la santé. Par exemple, on croyait que le tabac, le halo de fumée du tabac protégeait des épidémies. Donc en période d'épidémie, les gens se mettaient à fumer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être protégés du tabac. Il y avait des études médicales, des expériences qui ont été faites sur la consommation de café, sur la consommation de thé. Tout ça, c'est des choses parce qu'on se pose des questions, vraiment se pose des questions. Pourquoi les Européens se lancent dans, entre guillemets, ce qu'on appelle les grandes découvertes? Parce qu'ils ont besoin de produits qu'ils n'ont pas chez eux. C'est ça qui est fondamental. Les Chinois se contentent de ce qu'ils ont chez eux et dans leur environnement immédiat. Il n'y a aucune raison pour les Chinois de chercher à aller en Europe. Ils n'ont besoin de rien en Europe. En revanche, les Européens ont besoin d'épices. En revanche, les Européens vont avoir besoin de sucre, vont avoir besoin de thé, vont avoir besoin de café. Donc, ils vont là où on produit ce café. Les Chinois n'ont besoin de rien. Donc, finalement, il n'y a pas de raison qu'ils lancent des grandes expéditions à l'autre bout du monde. Et finalement, si on veut complètement renverser la perspective jusqu'au bout, la mondialisation, le moteur de la mondialisation européenne, ce sont les carences de l'Europe. Ça n'est pas sa supériorité, mais ce sont ses carences. On travaille un peu plus,
parce qu'on veut acquérir un peu plus, ce qui est au sens propre le luxe. Le luxe, finalement, c'est ce qui n'est pas nécessaire, mais qu'on va s'acheter parce que ça nous fait plaisir. Eh bien, ça, c'est un moteur fondamental. Et qu'on réfléchisse bien, finalement, aujourd'hui, c'est encore bien souvent le cas de nos existences et du travail que l'on fait, nos besoins primaires, et une fois qu'ils sont satisfaits, eh bien, c'est ce qui nous fait plaisir, et ce qui nous fait plaisir, ça peut aussi en grande partie venir de loin, soit directement, soit indirectement. Antonio de Almeida Mendes travaille sur l'histoire coloniale ibérique. Il nous rappelle que la mondialisation est aussi une affaire d'imaginaire, de décloisonnement de la pensée. Le mot esclave, il n'a plus du tout la même valeur aujourd'hui qu'il a pu avoir dans les sociétés d'Ancien Régime. Donc aujourd'hui, l'esclavage, c'est cette notion de propriété qu'on peut avoir sur quelqu'un, donc c'est quelque chose qui fait partie, y compris alors, d'une atteinte aux droits de l'homme. Dans les sociétés sur lesquelles je travaille, comme les esclaves acceptaient totalement qu'ils étaient esclaves, puisqu'ils faisaient partie d'un cadre normatif où ils étaient dans des relations de dépendance. Donc être esclave faisait partie de ces sociétés où on ne pensait pas en termes de liberté. C'est-à-dire, c'est le fait, plein de gens vivaient chez d'autres gens, et donc il y avait des rapports qui étaient des rapports d'allégeance, des rapports de domesticité. Et tout ça, aujourd'hui, on englobe ça sous l'esclavage, alors que dans ces sociétés-là, tout ça a été bien codifié. Je crois que tout l'enjeu de l'historien, quand on travaille sur plusieurs mondes, c'est d'essayer alors de dire, voilà, tout n'est pas pareil partout. Et il faut quand même avoir cette volonté d'englober le monde, sinon on fait une petite histoire nationale de chez soi, sans sortir de son cadre national, et on produit un discours qui est tout aussi rabougri. Donc il faut, me semble-t-il, aller vers des échelles mondiales et globales, mais ces échelles mondiales et globales ne doivent pas être uniformisantes. Il ne faut pas qu'on porte un discours parfois universaliste en disant c'est pareil partout dans le monde. Chaque société a son propre imaginaire, qui décide ce qui est acceptable ou pas acceptable. Et donc cette histoire, 1492, on peut la raconter comme l'histoire des découvertes, des navigateurs, Vasco de Gama, Henri le Navigateur, Christophe Colomb. L'histoire classique qui se déroule avec un fil qui part de A et qui arrive à B à la fin de la colonisation. Elle peut aussi se raconter avec ce nouveau monde, donc les Caraïbes, que veulent créer les Européens. Christophe Colomb, donc il arrive en octobre 1492 aux Bahamas. Dans son voyage de retour, il écrit une lettre en mars 1493 en disant voilà, j'ai découvert le paradis. Et donc il écrit à son protecteur en disant voilà, de ce paradis, on va pouvoir régénérer le monde. Dans un premier temps, voilà, on découvre, ensuite on se rend compte qu'ils sont anthropophages. On leur propose de devenir chrétiens, parce qu'il y a quand même ce discours-là, le salut. Les chrétiens, ils le refusent, parce qu'en face, bien sûr, il y a des gens qui résistent. Donc là, il faut replacer l'histoire à un niveau d'homme, qui est de savoir, est-ce que les Indiens, il faut qu'ils soient esclaves à vie? Ou est-ce qu'ils ont cette capacité-là à devenir libres et à devenir nos égaux malgré leurs différences? Donc Las Casas dit, voilà, mais vous voyez, quand on leur propose de devenir chrétiens, ils deviennent de bons chrétiens, ce qui veut dire qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. C'est des êtres humains, dotés de raison. Et c'est plus valide de dire, mais non, mais vous voyez, c'est des animaux. C'est comme les perroquets, ils répètent le Notre Père, mais ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils portent en eux une forme d'animalité qui les pousse à être anthropophages, qui les pousse à la nudité, et donc ils ne pourront jamais intégrer le monde civilisé parce qu'ils sont nés animaux. Et donc il faut qu'ils restent des esclaves à vie parce que leur nature est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire juste une histoire des grands hommes. Par exemple, où sont les femmes dans cette histoire? Où sont les minorités? Donc là aussi, il faut se dire, et de toute façon, la documentation qu'on avait avant, qui était une documentation plutôt officielle, qui nous permettait d'écrire l'histoire de Louis XIV, elle comportait autant de mensonges et de contre-vérités qu'une histoire qui repose sur des sources fragmentaires. Par exemple, moi j'ai écrit un article sur le Congo, comment le roi du Congo est devenu chrétien, et c'est pas comment les Portugais ont christianisé les Africains. Donc ça change tout, de se dire qu'il y a des acteurs qui sont de l'autre côté pour l'initiative et qui, pour eux, devenir chrétien, ça impliquait tout un tas d'autres choses que ce que pensaient sans doute les Européens en arrivant sur place. Donc ça nous permet, à partir d'un événement connu, une date qui est une date qui fait partie de l'histoire, dirons, occidentale ou universelle, de repenser l'autre côté, donc ceux qui d'habitude ne sont pas dans ces documents et dans ces archives. Michel Catala, spécialiste des relations internationales en Europe au XXe siècle, évoque l'accélération de la mondialisation et les oppositions qu'elle a suscitées depuis une vingtaine d'années. On s'en aperçoit d'abord dans l'économie, dans les années 80, parce que c'est d'abord les économistes qui le disent, avec la libéralisation des échanges, etc. Puis ensuite, on s'en aperçoit après la chute du mur de Berlin, et notamment dans les années 90, à tous les niveaux,
que ce soit au niveau des échanges culturels, des migrations, des échanges humains. Cette accélération, cette intensification des échanges de toute nature entre les êtres humains, par-delà les frontières, c'est ça la mondialisation, et c'est vrai qu'elle s'accélère considérablement à partir des années 90. Alors donc dans les années 90, finalement, le concept de mondialisation est désormais débattu, fait partie du débat public, et dans ce cadre-là, eh bien, il provoque aussi certaines résistances, et notamment des résistances, j'allais dire, de groupes plus ou moins organisés, un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe, mais également en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique. Et ces groupes, finalement, se retrouvent dans la dénonciation d'une mondialisation qu'ils jugent comme étant un peu le symbole d'une dérive trop libérale, trop capitaliste, d'une sorte de libéralisation débridée des échanges qui aurait des conséquences sociales qu'ils condamnent et des conséquences politiques qu'ils condamnent. Et donc c'est ça ce que l'on va appeler l'altermondialisme à partir du milieu des années 90 et qui va véritablement, j'allais dire, être au cœur de l'actualité entre 1999 et 2004. En France, par exemple, c'est le mouvement Attaque, c'est José Bové avec voilà, tous ces mouvements qui se cristallisent à ce moment-là et qui font réseau d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'ils font réseau dans le monde entier avec plus ou moins de réussite, mais ils se mondialisent eux-mêmes, si j'ose dire, puisque eux-mêmes sont constitués en réseaux internationaux, et on en parle beaucoup dans ces années-là, notamment à cause des grandes manifestations anti-mondialisation, qui d'ailleurs tournent généralement en affrontements extrêmement violents. C'est notamment le cas à Seattle pour le sommet de l'Organisation mondiale du commerce en 1999, et puis ça continue jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle un petit peu. C'est en fait un mouvement qui correspond assez bien finalement à la mondialisation, parce qu'il est pas vraiment organisé. C'est des réseaux un peu informels, un peu partout dans le monde, avec des manifestations un peu partout, et qui en plus est aussi une des premières formes finalement d'un mouvement social mondialisé, en quelque sorte. Et donc qui proteste contre la mondialisation, mais qui d'un autre côté prospère également un peu grâce finalement aux grands éléments qui facilitent la mondialisation contemporaine. Par exemple, on les trouve très présents en Europe, notamment en Europe du Sud, en France, en Italie. On les trouve également très présents en Amérique du Sud, en Amérique latine, à travers le mouvement de défense des paysans, de l'acquisition de nouvelles terres par les paysans, etc. On les trouve un petit peu aussi en Amérique du Nord à certains moments, ou en Inde, ou en Afrique. Ce sont des mouvements mondialisés, mais qui quand même sont enracinés sur des territoires. C'est plutôt une cristallisation de mouvements existants qui se reconnaissent dans cette critique de la mondialisation, qui est vue d'ailleurs exclusivement à leurs yeux comme une mondialisation économique libérale. C'est-à-dire que c'est vraiment centré contre cette mondialisation-là. Ils n'ont pas une vue globale comme un historien ou comme un scientifique de l'ensemble de ce qu'est la mondialisation, ni d'ailleurs de son ancienneté ou de son aspect historique. Eux, ils sont vraiment cristallisés contre une dérive finalement qui correspond à ce qu'ils appellent la dérive ultralibérale depuis les années 80, les années Reagan, Thatcher, et qui voit se développer d'une manière trop forte à leurs yeux ou trop intense dans les années 90. Par définition, la mondialisation d'aujourd'hui avec les nouvelles techniques de communication peuvent nous permettre de découvrir en l'espace de quelques heures ou de quelques jours un tube coréen, un manga japonais, un film iranien, voilà, ou des blogueuses ou des youtubeuses du monde entier. Et ça aussi, ça participe à l'édification d'éléments culturels communs. Alors par contre, il ne faut pas être naïf, les États existent toujours, les frontières existent toujours, certains États veulent contrôler tous ces phénomènes, et ce qu'on pouvait penser dans les années 90-2000 comme un triomphe d'une mondialisation dans laquelle les États se retrouveraient un peu marginalisés, ou en tous les cas n'auraient plus le contrôle des choses, on en revient, et on se rend compte que ce n'est pas si simple. Très bien, merci. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir avec tout ça, mais... Moi je fais du montage. Vous faites du montage.